Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de foot US de la semaine 3 de la NFL, ici dans votre chaîne le foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va discuter de quelques actions que j'ai trouvées assez intéressantes, des décisions polémiques et arbitrales et des coachings, une séquence incroyable d'échanges de coaching dans un des matchs qui a été plutôt intéressant et que je voulais vous montrer. Aussi, 70 points, il faut qu'on en discute. Et on commence tout de suite, mais avant ça, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Il n'a rien compris, il n'a rien compris. Un match avec une conclusion assez cardiaque. On va se placer du coup aux Chargers Vikings et on va analyser d'abord une façon assez intéressante qui est arrivée du coup à la fin du deuxième quart-temps, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici on a deuxième quart-temps, il reste 3 minutes 14. Les Vikings qui sont sur le point de marquer, le score il est égalisé. Les Chargers ils venaient de perdre un fumble. Donc et a priori bon, et en plus il venait de se taper une pénalité, un troisième et goal assez rigoureuse je pense, parce que c'était du contact casque à casque qui était clairement pas intentionnel, mais bon c'est la situation et il va arriver un truc bien intéressant. Donc la première chose à remarquer ici que je trouve vraiment intéressant, vous allez donc le personnel, on va le voir comme d'habitude hein. Donc il y a 3 tight ends et un porteur, donc c'est du personnel 13. On voit ici les 3 tight ends, il y a un receveur aussi. Bon, le receveur, en vrai, ça se trouve, il va servir à rien, à part essayer de bloquer Khalil Mack, mais bon, il va se faire dégommer. Et du coup, première situation intéressante, donc, c'est qu'ici, on ne voit pas vraiment, mais Kirk Cousins, il vient de changer les jeux. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le centre qui est en train de faire la signalisation. En fait, il a fait alerte à alerte. Donc normalement, quand les QB ils font ça à NFL, ça veut dire qu'ils changent au deuxième jeu qu'ils donnent dans le huddle. Ici, il se trouve que c'est une course à gauche. Donc regardez à gauche, il va se passer un truc bien intéressant. En vrai, la course, elle va aller nulle part. Mais déjà, les Chargers, ils font un bon jeu défensif, y compris déjà. Donc, de l'autre côté, vous avez un DB qui va descendre complètement ici pour faire il va fermer l'extérieur et ce tackle défensif, il va bien aussi venir dégager son lineman offensif, et ce qui va permettre quand même d'arrêter assez vite Alexander Mattison. Alors, premier contact, et là les arbitres ils estiment qu'ils ont arrêté du coup que le porteur il a été arrêté de sa progression vers l'avant. Donc, ils arrêtent les jeux, sauf que et je vous laisse entendre, vous allez me dire si vous écoutez un sifflet. Ça c'est le premier sifflet, les seuls et uniques sifflets. Donc en fait, les arbitres ils disent que la progression maximale est arrêtée, mais ils n'arrêtent pas le jeu. Et d'ailleurs c'est ça qui va déclencher le challenge qui vient du coup de la part de Brandon Staley. Brandon Staley, on va en parler dans un moment, parce que j'en ai marre. Mais c'est ça qui va déclencher le challenge, parce que sinon, s'il y a jamais il y a un coup de sifflet en fait, ça peut pas être challengé départ les règles de l'NFL. Mais ici, du coup, les arbitres ils marquent progression maximale arrêtée, sans arrêter le jeu, ce qui est quand même assez particulier. Donc en fait, une fois qu'ils font cette marcation là, ça veut dire qu'en fait, pour que les Chargers aient pu gagner le challenge et du coup que ça devienne un fumble, il faut qu'en fait Mattison il perde la balle à ce moment-là, à ce moment précis, au premier contact. Si c'est pas le cas, ce qui est pas le cas ici, hein, on voit que le mec il ne tombe pas par terre, il y a aucun de ses appuis qui est par terre, donc normalement c'est un jeu complètement légal. Mais vu que la marcation c'est arrêt du jeu à cause de la progression maximale du porteur qui est arrêté, ben, vu que le fumble vient après, il est subséquent à cette situation-là de arrêt de progression maximale, ben, il n'y a pas fumble. Et les Chargers perdent un challenge alors qu'il n'y a pas de coup de sifflet. Franchement, c'est un peu... c'est ça la logique des arbitres, mais c'est moyen. Moi je serais fan des Chargers et je serais énervé. Alors, petit détail, et ça vous allez le voir juste dans un moment. Donc là, on voit clairement il y a fumble, etc. Juste, effectivement, la progression du joueur, il avait été arrêté, mais les arbitres, ils sont mangés les sifflets. Donc, un peu compliqué. Là, le petit truc que vous voyez ici, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle Bing Bag, ce truc-là. Et en fait, ça nous aide, nous les arbitres, à marquer l'endroit soit où il y a une réception des punts, le point, parce que des fois on a besoin de revenir en arrière, hein, soit où il y a du coup une perte de balle, donc ici ça permet
si jamais il y a une pénalité de revenir à l'endroit où c'est le cas, ou la situation où il y a un quatrième lorsqu'il y a un fumble, quatrième opportunité, juste la personne qui a fait le fumble a le droit de ramasser la balle et d'avancer. Alors récupérer le ballon, tout le monde, mais avancer avec le ballon, juste la personne qui a perdu le fumble. Aussi, si jamais la balle elle sort vers l'avant, ben, on revient toujours à la place du fumble si aussi, enfin, dans des situations du jeu. Donc c'est important pour les arbitres de marquer du coup l'endroit de la perte des balles. Et là c'est ça le marqueur qui va nous permettre de revenir à l'endroit où il y a le fumble si jamais il y avait eu fumble. On va passer du coup à la fin du match. Le match c'est 28-24 le score. Les Chargers qui gagnent encore. Et ils décident de jouer 4ème. Ils décident de pas punter, de pas faire les Vikings avancer 70 yards, avec une défense qui jouait plutôt bien pour ce match-là, et les Vikings qui s'étirent beaucoup dans le pied parce qu'ils ont beaucoup de pénalités, parce qu'ils perdent beaucoup la balle. Ils sont à 8 fumbles, je crois, perdus dès la saison, alors qu'il n'y a que 3 matchs. Donc, décision douteuse déjà, et le choix du jeu, il est... Je suis désolé, on peut me vendre ce que vous voulez du cordon offensif Moore, c'est dégueulasse. Déjà, de par le fait que ça soit un jeu de course, parce que les Chargers ont joué, à ce point-là, ils avaient couru la balle 14 fois, ils avaient gagné 30 yards de tout le match. Donc déjà, la course, elle marchait pas. et en plus, du coup, on choisit de faire une course avec un porteur qui avait pas joué en fait de tout le match, avec un personnel. Bon, le personnel c'est 21, parce qu'il y a 2 porteurs et un tight end, et puis il y a 2 receveurs qui sont de ce côté-là. On va voir une motion, d'accord, du receveur le plus extérieur. On va voir du coup que c'est la couverture des zones, sauf que le seul qui vont bouger, en fait, c'est les DB. Les linebackers, ils vont pas glisser du tout, et je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire justement pour ouvrir un peu plus les gaps ici, parce qu'ils vont essayer de courir du coup derrière ces deux hommes-là. Alors, pourquoi pas, hein. Du coup, ils vont essayer de courir de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que tu élimines tous ces 2 mecs-là, c'est les mecs clés, parce que c'est ce gap-là que tu vas essayer d'attaquer avec ce fullback. Alors, le truc, c'est que du coup, pourquoi pas donner la balle à l'homme qui a un mouvement, alors qu'à l'extérieur, tu as une supériorité numérique. Ça, c'est pour le coup, ça aurait été un meilleur appel. Et en plus, tu avais le fullback aussi comme lead blocker, ça aurait pu être un très très bon appel donné à Keenan Allen et essayer de dégagner la première comme ça. Ou alors l'envoyer en trajectoire des flats, donner la balle et puis un deuxième flat avec ton fullback, avec une fin de course avec ton porteur, ici une play action avec un bootleg. Je sais pas, t'essayes autre chose. Mais tu t'as pas été efficace à la course, et en plus tu veux la balle dans les mains de ton meilleur QB. Mais un coach défensif qui fait pas confiance à sa défense, qui se dit ben on va la jouer en 4ème, et puis je peux vivre avec les résultats du jeu. Ouais, sauf que le résultat du jeu, déjà tu laisses un DN contre un tight end, je suis désolé, c'est avantage DN, et en plus c'est un DN qui est à l'intérieur du tight end, donc tu le demandes de faire un reach block. Donc on l'a vu la semaine dernière, ce qui était un reach block, c'est quand même assez compliqué pour un tight end de faire ce bloc. On va revoir, hein. Regardez le 89, on lui demande de venir bloquer à 2 gaps de distance. Le mec il est même pas sur les gaps internes à lui, c'est les gaps internes du tackle, et on va lui demander de venir faire ce bloc là. Impossible, je suis désolé, impossible. C'est vraiment n'importe quoi comme appel des jeux. Bon, c'est douteux. En plus, pour les coups, on va voir. Bon là, d'ici, d'abord, on va voir que le jeu depuis un autre endroit, depuis la caméra de derrière. Donc on voit bien que tous les gaps ici du milieu, les 4 gaps ils sont bloqués. Donc les 2 gaps A, on l'appelle ici gap A pour la défense, gap B côté fort et côté faible, et les gaps C c'est du coup éventuellement les gaps à l'extérieur des 2 tacles. On voit que les 4 gaps du milieu sont quand même bien bloqués, bien bouchés, et à nouveau on va venir demander au tight end de venir faire le bloc sur les DN, ce qui est quand même assez compliqué, parce qu'en plus cet tackle là il va complètement se louper parce qu'il est obligé de venir aider sur les nose tackles. Et du coup, on demande au fullback de gagner des yards qui sont pas là, parce que le 90, il fait un travail incroyable. Et c'est lui qui arrête les jeux, la progression. Et de toute façon, la ligne, elle avait collapsé. Alors, les Chargers, en plus, ils ont de la chance parce qu'ils auraient pu perdre les matchs dans le jeu immédiat d'après. Mais vraiment, le jeu d'après. Hein. Donc, les Vikings récupèrent la balle à l'endroit où c'est resté. Première et 10. On va avoir une motion de convertir en home, très bien. Ça, c'est assez évident. Je pense que tout le monde a compris parce que du coup, on bouge Justin Jefferson et on voit ici que c'est couverture en home. On a 2 safety. Donc après, il joue cover 2. Donc ça, c'est ce qui est marqué. Donc les Vikings, ils sont en personnel 11
un porteur et un tight end, et puis 3 receveurs qui sont au début alignés en trips. Maintenant, du coup, avec la motion de Jefferson, ils sont en 2x2. On va voir du coup le jeu. Donc la première lecture des Kirk Cousins, bien évidemment, d'abord c'est le tight end. Sauf que le tight end il va être bien couvert par le linebacker, et puis il y a le safety aussi qui est dans la zone. Puis Jefferson aussi qui va faire un tracé profond, mais bon, il va être pas seulement bien couvert, mais en plus il y a l'aide de safety. Donc c'est pas ce côté-là qu'on va chercher. Puis il tourne la tête, et il se trouve en fait qu'il va se passer un truc bien particulier, parce que les jeux ici, c'est pas ce qui va se passer. Donc il y a un tracé à l'intérieur ici qui va être pris par le safety, ce qui va laisser à un contre un le numéro 17 avec son corner, le nickel corner. Le truc, c'est que du coup, il avait une niche à la base, sauf que quand il voit que Kirk Cousins est en difficulté, il va changer son tracé et il va venir vers l'extérieur. Le fait qu'ils soient en homme-à-homme et que ces receveurs-là, ils viennent ici à l'intérieur, déjà, ça fait descendre le safety sur lui. Et en plus, le corner qui rentre à l'intérieur, donc ça laisse toute cette zone ouverte. Et au moment du coup où les receveurs décident de changer son tracé pour une trajectoire de go, ça va faire qu'il va être complètement ouvert. Et si Kirk Cousins avait un tout petit peu plus de précision, ça aurait été un touchdown direct. Maintenant, on va passer du coup sur un autre match. Et ça, pour le coup, c'est une séquence que j'ai trouvé incroyable. J'ai tenu vraiment à vous la partager parce que ça a été du coaching de haut niveau des deux côtés, hein. Du côté des Colts et du côté des Ravens aussi. Donc, on va voir. Les Colts, ils vont simuler, ils mettent un field goal, sauf qu'il y a une particularité, c'est qu'ils ont envoyé que 9 joueurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a 2 qui manquent, évidemment. Donc, un, c'est le centre, et le deuxième, c'est le QB. Donc ils envoient un QB, et ils n'avaient pas de holder à la base, et ils avaient envoyé le long snapper, donc le long snapper qui est lui, qui va s'aligner. Je pense qu'au college il était probablement en tight end ou en fullback. Il va s'aligner en tant que receveur aussi, de la même façon que le kicker. Donc le vrai centre il rentre, il vient prendre la place du long snapper, et il y a Gardner Minshew qui vient rentrer. Alors la particularité c'est que du coup ils avaient envoyé certes des tight ends, mais les tight ends titulaires quoi. Donc les Colts, c'était clairement, ils étaient prêts à lancer une situation, un jeu des passes. Je pense que les lectures étaient plutôt là, de ce côté-là, là où il y a 2 potentiels receveurs. Parce que, bon, les long snappers et les kickers, je pense que c'est juste là pour faire des lapas, pour servir en tant qu'appât. Mais ils sont obligés de les couvrir, les Ravens. Et on va voir, en fait, les Ravens, ils vont paniquer. Pourquoi ils vont paniquer? Bon, déjà, parce que du coup, le fait qu'il y ait 2 joueurs qui rentrent après, ça compte comme une substitution. Dès par la règle, les Ravens, ils ont le droit de substituer aussi derrière. Alors, le truc, c'est que du coup, et ça se voit, c'est pour ça que cet arbitre-là, le juge de mêlée, il va se mettre entre le centre et le QB pour éviter le snap de la balle. Ils vont paniquer. Pourquoi j'ai dit qu'ils vont paniquer? Parce que vous voyez ici, en bas de votre écran, vous voyez John Harbaugh qui va courir pour les arbitres pour prendre un temps mort. Alors, normalement, et c'est pour ça que je vous dis qu'ils ont paniqué, ils ont le droit de faire des substitutions. Les Colts, ils savaient ça, et ils se disent, en fait, si on n'arrive pas à sortir les jeux, c'est pas grave, on prend les délais des jeux, et ensuite, ça change rien pour un field goal. De toute façon, au lieu de faire un field goal de 25 yards, on va faire un field goal de, même pas des 25, en plus, c'est genre 22, on va le faire à 27, ça change rien pour un kicker professionnel, que pour les coups, en plus, que je sache, il n'a pas encore loupé un field goal de moins de 50 yards cette année. Donc, t'as mort, ok, et puis les Colts, ils discutent, les Ravens aussi. Et là, on voit le coach, il dit, écoute, on va tenter un autre truc, soyez prêts, on va faire une substitution différente, mais substitution aussi. Et ça, c'est le levier subséquent, et c'est là où, en fait, le changement, du coup, la situation où John Harbaugh, je vous dis que c'est de coaching de haut niveau, parce que, on va voir pourquoi. Donc, tout le monde s'aligne, tout le monde est prêt pour le field goal. Il semblerait que c'est le field goal, mais par contre, regardez, il y a 2 détails clés ici. La montre des jeux, donc on va regarder ça. Et le deuxième détail clé, du coup, on revient sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'ils substituent, les Colts aussi, ils ont le droit de substituer. Donc là, on voit complètement un changement, un complet de changement d'équipe, à part les 2 tacles qui restent. Et tout le reste du monde, du coup, l'arbitre s'est mis entre le centre et le QB pour éviter le snap. Regardez, il reste 9 secondes. Et John Harbaugh, au lieu de paniquer et de reprendre un temps mort, il se dit, écoute, c'est pas grave, on va faire notre substitution, mais on va la faire lentement. Et donc, les arbitres sont obligés d'attendre. Vous voyez, le 97,
pas de problème, il n'y a pas de peine, ils savent même pas le 98, il prend son temps, etc. Et entre-temps, la montre de jeu, elle a disparu. Alors Gardner Minshew, il va demander, vous allez voir, il va faire un signe. Ça veut dire en fait, pour les arbitres, ça veut dire que on commence la montre de jeu. Donc avec un seul bras, c'est 25 secondes, donc typiquement c'est des situations, la montre de jeu, elle dure 25 secondes après un temps mort, après une blessure, après un changement de possession, etc. Après un kick-off. Avec les deux bras, du coup, c'est 40 secondes. Mais là, du coup, il demandait quand même que ça soit réinitialisé. Chose que c'est pas vrai parce que ça a commencé au moment où ils allaient kicker le field goal. Après un temps mort, du coup, c'était 25 secondes. Et là, ils ont perdu tout le temps de leur vie. Donc, délai de jeu, on kick le field goal derrière, pas de souci. À la fin du jeu, par contre, à la fin du match, en prolongation d'ailleurs, il y a eu un jeu polémique parce que là, les Ravens, ils vont la jouer en 4e. Alors, il va y avoir une interférence des passes, vous allez me dire si c'est une interférence des passes ou pas. Mais il se trouve, à moins que les mécaniques des NFL soient différentes que par rapport à nous, à notre niveau et à NCAA, il se trouve que du coup, l'arbitre responsable pour cette zone-là va être un peu bloqué de la vue. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez ici un nom de l'écran, ça c'est les pieds de l'arbitre, des touches derrière. L'arbitre, du coup, le juge des champs arrière, il est encore plus derrière et il est au milieu de terrain. Donc, j'imagine qu'il est à peu près vers ces zones-là, mais un peu plus derrière du terrain. Donc là, couverture homme a priori, avec un safety qui va venir aider. En vrai, il se trouve que c'est un peu particulier comme couverture, mais bon, indépendamment de ça, ce qu'on va voir, c'est quand même l'appel des jeux. Donc, personnel 11 et 3 receveurs, donc ils vont se trouver en 2x2 une fois que la motion va finir. Alors, il se trouve que du coup, le travail de Mark Andrews ici, ça va être de dégager la zone centrale pour le receveur. Donc deux options, de toute façon la lecture des lamins il se passe de ce côté-là. Donc soit tu lances sur Mark Andrews, soit tu vas venir lancer sur ce mec-là qui va venir faire son drag juste à la marque du premier et 10. Sauf que, à cause de la pression, enfin c'est pas à cause de la pression en plus parce qu'il n'y a même pas de pression. Au moment où il est en 1 contre 1, c'est Flowers, le rookie, il est en 1 contre 1 contre un linebacker, ben c'est ton meilleur atout. Tu vas essayer de lancer la balle sur lui. Sauf qu'il va avoir un contact et on va le voir de l'autre côté. Il va avoir un contact directement sur lui. Alors il se trouve, et c'est là où c'est important, et c'est pour ça que ça n'a pas été marqué, parce que dès par la position, regardez le numéro 44. Alors je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est juge de champ arrière, parce que malheureusement j'ai pas la bonne prise, donc je ne peux pas vraiment voir à quel moment et quelle vision il a. Mais clairement le 44, il est en train de lui bloquer la vue, donc il ne voit pas le contact. Et en plus, comme il y a eu une motion avant, vous voyez le contact il se passe juste devant le 44. Donc c'est un peu compliqué pour l'arbitre de le voir. Et il peut pas, s'il l'a pas vu, il peut pas marquer ça, alors que clairement le mec il se fait plaquer bien avant en fait, alors que la balle est en l'air. Donc normalement c'était première et 10 à l'endroit de la faute, plus une nouvelle opportunité des downs pour les Ravens. Et du coup, on va passer quand même 70 €, il faut qu'on parle. Il y a beaucoup de problèmes chez les Broncos. J'avoue que cette année, j'ai pas appris de mes erreurs de l'année dernière. Moi, je m'étais dit qu'ils allaient faire une bonne saison encore. Non, c'est un peu triste quand même, les Broncos. On va voir que du coup, ici, pas tout est Russell Wilson, pas tout est Sean Payton. Là, c'est un jeu assez particulier, c'est une course. Ça va être une course avec Williams. Ouais, il se trouve, je crois qu'il s'appelle Williams. Un porteur, un tight end, personnel 11. Bon, le tight end, il est un peu décalé de la ligne, mais la ligne offensive a quand même l'avantage à l'intérieur de la box, puisque du coup, déjà, ils ont sorti ses linebackers de la ligne. Lui, il va venir faire un range block sur lui, assez long. Il va quand même bien réussir son bloc. Mais à l'intérieur de la ligne, vous avez 5 mecs pour bloquer 3. Puis, il y en a un qui va derrière sur le linebacker. Et vous avez quand même une claire avantage, 6 sur 5. Pas de problème. Le gap qu'on va essayer d'attaquer, en plus, il est là. C'est là. Après, il est libre. Hein. Les Dolphins, ils vont même pas bien le bloquer. En plus, la ligne offensive fait un travail plutôt raisonnable. Donc là, on va voir, c'est une sorte de draw. Donc c'est pour ça que les linemen, ils reculent alors que c'est une course. On voit quand même que le gap, il s'ouvre ici. Ok. Alors vous allez m'expliquer, je sais pas, il se trouve, il y a quand même un DN qui j'avais pas vu sur la première écran qui apparaît. Mais le 79, il va bien d'arriver sur le 5-1-4. En vrai, les gaps, il est ouvert. Hein. Mais vous allez m'expliquer ce que le porteur, il fait. Mais prends le gap, gros. Prends les gaps. C'est même un gars, en vrai, s'il n'arrive pas à se dégager le bloc du 79, le linebacker,
c'est un gain de plusieurs yards. Le premier, le prochain homme après, c'est le safety, quoi. Tu gagnes une première et 10 facilo. Eh non. Le mec, il se dit non, il n'y a pas de gap, alors que si, il y avait des gaps. Et après, à l'extérieur, tu n'as plus de bloqueurs, tu perds 2 yards alors que tu aurais pu gagner 15. Ça, c'est incroyable. Après, c'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe avec Russell Wilson, parce qu'il était très fort à lancer des balles profondes. Et là, pour le coup, donc, on voit un jeu assez particulier. Donc le personnel c'est 10 parce qu'il y a un seul porteur, il n'y a pas que je vois des tight ends. Je suis pas sûr que lui soit sur un tight end, mais si c'est le cas, c'est personnel 11. Faites pas attention à ce que je dis. Je connais pas les rosters des Broncos parce que bon, je suis tellement saoulé de cette équipe. Et ils sont en trips, ils sont en 1x3 ou 3x1 comme vous voulez. Il y a 3 receveurs d'un côté. Et puis en fait, les Dolphins ils vont quand même envoyer la pression, donc un peu de blitz et partout, 3 joueurs en blitz contre une protection qu'avec 6. Donc en fait, ça va faire paniquer Russell Wilson. Et ils laissent 4 contre 4 en profondeur, donc ça va obliger à Russell Wilson de jeter la balle parce qu'il y a la pression du numéro 25. Mais bon, il se trouve que ce safety il est bloqué là. Lui aussi. Lui, il a sa trajectoire vers ici. Donc au moins tu essaies quand même de lui envoyer la balle un peu de façon qu'il puisse un peu se battre pour l'avoir. Ok, tu te débarrasses de la balle gros, mais je sais pas, fais un truc, au moins tu fais semblant Enfin, tu lui mets un peu sur sa course quoi, tu l'envoies pas juste comme ça. Et puis en vrai si tu paniques, bon d'accord, le 82 il n'est pas en train de regarder Russell Wilson, mais tu peux jeter sur lui et il aura plus de chances tu vois, d'attraper le ballon, surtout qu'en plus il avait le temps. Tu jettes la balle à l'extérieur sur le 82 au moment où il est en train de tourner, c'est au moment, c'est ça, le timing coïncide, juste il a paniqué. Et je sais pas ce qui arrive avec lui. Lui, il était bon dans ces situations-là. Il était bon contre le blitz. Je sais pas ce qui est en train de. Je sais pas ce qu'il arrive. Je sais pas depuis qu'il arrive à Denver, il fait que ça. Alors dernier jeu qu'on va analyser aujourd'hui, parce que c'est quand même les Dolphins qui ont marqué 70 points. Le seul truc que je pense qu'ils ont un peu merdé, c'est du coup qu'ils ont un peu beaucoup trop montré des jeux. Que maintenant pour réutiliser, il va falloir qu'ils modifient, parce que maintenant les défenses adverses, ils ont la vidéo sur ce type de jeu. Donc là, typiquement, c'est une shovel pass, no look shovel pass, mais ça c'est indépendant. Mais on va voir comment ça se trouve. Donc le personnel c'est 21 pardon, parce qu'il y a un fullback, il y a un porteur et puis un tight end. Donc 2 porteurs, un tight end, 21. Et ici il y a une motion du type, lui il avait commencé dans une position un peu de wingback en trips, et puis il va revenir dans la position ici, c'est la formation I. I, pourquoi? Parce que du coup les porteurs ils sont alignés l'un derrière l'autre, donc c'est formation I. Et c'est une motion du type qu'on appelle return, donc il revient dans sa zone de départ. Pas de départ, mais sa position disons une position d'origine, donc il rentre dans la box, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Donc formation I. On va voir du coup Tyreek Hill qui quand même demande beaucoup de concentration pour reparler la défense pour essayer de contrer. Il va faire une motion au départ du jeu. Et Tua, il va le suivre du regard tout le long. Alors, du coup, déjà, le fullback, il part à l'extérieur. Donc ça va un peu empêcher, bloquer un tout petit peu les DN. Il va dégager un peu la saute parce que du coup, le fullback, le linebacker, il est obligé de les suivre. Et il va avoir une confusion énorme à cause de cette motion dont je vous parle des Tyreek Hill. Donc, le porteur, il va faire semblant de bloquer, hein, le DN. Il va pas le toucher. Et au moment, en fait, où il voit que le DN, il passe, ben en fait, il y a Tua qui regarde Tyreek Hill. Bon, il est quand même conscient de la position du porteur. Hein. Là, il regarde le porteur. Et puis, au moment où il fait le shovel pass, ou le pitch plutôt, c'est pas un shovel pass en vrai. C'est plutôt un pitch. En fait, c'est là où il tourne la vue sur Tyreek Hill, même s'ils ont appelé ça du no-look. C'est pas vraiment du no-look. On voit ici quand même qu'il est en train de regarder, son porteur. Et après, par contre, le mérite complètement au porteur, parce qu'en plus, les Broncos, décidément, ils ont essayé de ne pas plaquer ces jours-là. La semaine prochaine, du coup, ils jouent une vraie défense contre les Bills. On verra s'ils ont le même succès, ou si c'était juste que les Broncos sont vraiment au fond du trou. Merci beaucoup d'avoir regardé la petite écoute de FutFest aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas non plus à venir voir nos autres émissions. Samedi, on a demain, il y a Good Morning Clemson, il y a Good Night Seattle. Vendredi. Samedi, on a le Any Given Saturday. Moi, je serai pas là, mais il y aura toute l'équipe. Et dimanche, du coup, Hétéro Jack. Et aussi, on aura Odell, comme d'habitude. Donc, on vous attend nombreux. À bientôt sur nos écrans. Et surtout, continuez de profiter de la NFL.